Bonsoir à tous. Ça va, ça marche? Oui, bon. Alors, voilà, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'alchimie sans jamais oser le demander. Sur les éléments de la nature, les forces de la nature, eh bien, je vais vous entretenir un peu de ça. Donc vous avez déjà une idée aussi que la quête, c'est la quête de l'unité. L'unité, c'est 1. On dit que Dieu est très mauvais en mathématiques, il sait compter que jusqu'à 1. Et que finalement, peut-être, et aujourd'hui plus que jamais, l'idée, finalement, c'est de se rassembler. Hein. On a tellement de raisons de se fractionner. Celui qui se fractionne, c'est le diable. Celui qui rassemble, c'est le symbole. Hein. Donc comment rassembler ce qui est épars pour trouver cette unité? Alors cette connaissance, cette transmission, elle est donnée par le second élément qui est l'eau. Et ce second élément, la forme archétypale qu'on lui a donnée, c'est une ondine. C'est-à-dire finalement un peu comme une sirène d'eau douce. Mais les sirènes, c'est pareil. Hein. Ah, s'il y en a 6, il doit en manquer une autre. Tout marche toujours aussi par 7. Hein. C'est bizarre. Donc s'il y a sirène... S'il y a sirène dans la mer, non? Mais il doit y en avoir une autre. Cachée, elle est petite et elle est verte. Et elle chante à la lune. Elle est proche de l'eau, elle nous donne aussi un secret. Vous savez, petite, verte, une rainette, quoi. Bah, sirène et une rainette. Vous trouvez normal, vous, de prendre un batracien, de l'embrasser, puis il se transforme en prince charmant? Vous trouvez ça normal, vous? Vous en embrassez beaucoup? Ouais, il faut tomber dessus. Ça me rappelle une histoire aussi. C'est justement 2 princesses qui sont dans la forêt. Et tout d'un coup, il y a une grenouille qui arrive. Et puis qui dit « Embrasse-moi, je suis un beau prince charmant ». Alors il y a une des 2 princesses qui prend la grenouille puis qui la met dans son sac. Et l'autre, il dit « Tu embrasses pas ?» Il dit « Non, des princes charmants, il y en a partout, mais une grenouille qui parle. » Donc on ne sait pas. Alors l'eau représentera toujours la connaissance parce qu'elle est fluide finalement. Hein. C'est Matthieu, pour ceux que ça intéresse, l'autre évangéliste. Alors cette ondine, ces sirènes, je ne peux pas non plus vous donner tout le détail, mais ça va avoir des clés extrêmement importantes dans toute la quête. Parce qu'à l'intérieur de l'eau de mer, il va se passer quelque chose, et quand l'eau de mer finit par nous guérir, on va l'appeler la mer cure. Ce n'est pas seulement des jeux de mots que j'utilise ici, hein, c'est des vrais secrets de fabrication que vous allez retrouver à l'intérieur de ces livres. Alors, c'est une quête, Mercure étant messager des dieux, l'eau a comme capacité de transmettre de l'information, à tel point, c'est que si vous mettez des feuilles de thé dans votre eau, l'eau a bien le goût du thé. Donc ça veut dire qu'elle est bien capable de prendre un message. Là, c'est un message de goût, mais pourquoi ce ne serait pas un message d'information? D'ailleurs, l'eau bénite, à l'origine, c'est un rituel qui est fait sur l'eau. Et une fois qu'on a fait le rituel sur l'eau, elle est bénie, c'est pas j'ouvre un robinet, je fais pchout-pchout dessus. Hein. Normalement aujourd'hui, je ne sais plus. Mais on pourrait imaginer d'ailleurs que le vrai rituel, c'est même un rituel sur du sel. Et c'est normal car le sel. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez du sel, ça va toujours fixer quelque chose. Peut-être vous connaissez cette comptine, mettre du sel sur la queue des oiseaux pour pas qu'ils s'envolent? Non? Bon, c'est une comptine. Nous, on nous apprenait quand on était petit qu'il fallait courir après les oiseaux pour mettre du sel sur la queue pour pas qu'ils s'envolent. On a essayé, ça marchait pas. Hein. Ou alors, il faut en mettre beaucoup. Alors évidemment, ça, cette comptine, c'est un secret de fabrication. On dit le sel fixe le volatile, finalement. Et pour fixer l'esprit, il faudra du sel. À tel point, c'est que dans toutes les opérations, même d'invocation, eh bien, on va utiliser des sels aussi. Puisque pour fixer des éléments, il va falloir un espèce de quelque chose d'attractif. Ça va être le beau prince charmant dans les contes de fées. Vous savez, le bon prince, il est charmant, ce prince de... Hein, mais il est aussi très attirant. Mais s'il est attirant, c'est qu'il doit attirer quelque chose, non? Il est très aimant aussi. Il faut s'entendre sur le terme d'aimant. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des manières de capter. C'est pas tout de vouloir invoquer les éléments, il faut qu'ils viennent. S'il y a un endroit où il n'y en a pas, vous pouvez toujours parler. Hein. Il ne se passera rien du tout. Hein. Alors ça va dépendre de votre voix. Plus vous aurez une grosse voix, plus vous pourrez les appeler de loin. C'est pour ça qu'on peut avoir des chamans qui sont au milieu de nulle part, ils sont au milieu d'un désert, et eux, ils ont une grosse voix. Alors ils appellent. Et comme ils ont une grosse voix, il y a des élémentaux qui sont très loin et qui viennent quand même. Mais si vous êtes à côté, que vous essayez de faire pareil, il ne se passe rien du tout. Hein. Donc c'est pas tout. Il ne faut pas seulement connaître que ça existe, il ne faut pas seulement savoir comment les invoquer, il faut aussi qu'ils vous entendent. Et vous aussi, il va falloir entendre. Et ça va être l'eau aussi, qui va vous apporter cette connaissance et ces ondines. Le symbole, on est un triangle vers le bas, non barré. La terre et l'eau. Alors l'eau aussi, c'est une lettre, hein, c'est la lettre O.
Je n'ai pas encore parlé de l'air, mais je vais en parler maintenant, forcément. L'air, troisième élément, un élément très volatile, celui-là. Alors l'air, il a une particularité, c'est d'apporter la parole. Vous savez, on voit tous des films de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux qui explosent et ça fait des grosses explosions. Eh bien, il n'y a aucune chance. La dernière fois qu'on était dans l'espace et qu'il y a eu une explosion, on n'entend rien. Pourquoi? Parce que le son est véhiculé par l'air et s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Donc ça veut dire que c'est aussi un messager, c'est le souffle. Et c'est pourquoi Mercure, le dieu Mercure, est représenté avec des ailes sur les pieds. Et vous avez des représentations avec le souffle aussi dessous. C'est le souffle qui porte ce messager. Alors l'air, c'est aussi la lettre R. Ah ça y est, vous avez le secret de l'or des alchimistes. Parce que ça s'écrit or, O-R. Ben, peut-être que le secret des alchimistes, c'est juste de l'eau qui est dans l'air finalement. O, R. Alors comment aller à la quête de ça? Alors cet élément R est représenté symboliquement par les sylphes. Ça, c'est la forme archétypale. Vous savez, des petits personnages avec des ailes dans le dos. Alors, les sylphes, il y en a des toutes petites, puis il y en a des gros. Là, celui qu'on a pris sur la figure tout à l'heure, c'est des gros. Il y en a un troupeau. Il peut y avoir aussi des réunions, finalement, après tout. On en fait bien, nous. Alors, pourquoi pas? Alors, les toutes petites, vous allez remarquer maintenant, quand vous allez regarder un arbre, les feuilles bougent, mais d'une manière extrêmement particulière. Elles font des 8. Peut-être vous avez déjà vu ça. Évidemment, il n'y a pas de vent. Donc ça va faire un 8, puis après ça va s'arrêter, ça va aller sur la feuille d'à côté, ça fait un 8, ça va à côté, ça fait un 8, et ainsi de suite. Ça veut dire comme s'il y avait une toute petite conscience qui se baladait. Et si c'est tout un arbre, ça va être sylvestre, bien sûr. Les sylphes deviennent sylvestres, qui a donné Sylvain, c'est-à-dire l'esprit de la forêt. Et si c'est plusieurs arbres qui bougent, comme vous l'avez vu ici à Rocamadour, on appelle ça des dryades. Alors encore une fois, tout ce que je vous dis n'existe pas. C'est une matérialisation intellectuelle. Je n'ai pas dit que ces éléments n'existaient pas, mais la forme qu'on leur donne, les noms qu'on leur donne, c'est très culturel. Ça dépend juste de notre croyance. On irait dans un autre pays, par exemple, on serait dans un désert égyptien, ça serait des djinns. Vous savez, le génie Aladdin. D'ailleurs, le génie est la traduction de djinn. Et peut-être vous en avez vu, oui, il y en a ici, mais on ne les voit pas dans le sable, on voit plutôt l'hiver. Vous savez, quand il y a des tourbillons de neige. Et quelquefois, on a des tourbillons de neige qui se comportent bizarrement. C'est-à-dire, ils ne suivent pas le vent, ils remontent le vent, ou ils tournent à angle droit. Mais on a aussi ça pour des tempêtes. On a quelquefois à regarder ce qui se passe aujourd'hui avec les tempêtes. C'est comme si elles avaient pris conscience, finalement. Elles ont peut-être pris conscience de notre présence, et peut-être qu'elles font un peu de ménage. Allez savoir, finalement, peut-être que l'homme s'est comporté comme une moisissure sur une orange, et qu'au bout d'un moment, vous savez, la terre, c'est un peu comme un chien, quand elle a trop de puces, elle se gratte. Donc on pourrait imaginer que finalement il y a plein d'éléments, plein de peuples, 4 peuples finalement, celui de l'air, de l'eau, de la terre et du feu, et que finalement on a partagé l'espace avec eux, puis qu'à un moment ils commencent à nous dire, vous êtes gentils, mais on va vous expliquer où est votre territoire, finalement. Et si vous ne voulez pas comprendre, pan. Souvent nous, il faut quand même qu'on insiste lourdement, on ne comprend pas non plus tout le temps. Mais on est un peu comme des enfants, on ne demande qu'à apprendre finalement. Et c'est peut-être aussi la manière d'invoquer ces éléments, parce qu'ils ont peut-être des histoires à nous raconter finalement. Ils connaissent les lieux mieux que nous. Donc imaginez si on va sur un lieu qu'on ne connaît pas, et qu'à ce moment-là, j'invoque un élémental de l'air, et je lui dis, tiens, toi qui habites ici, qu'est-ce qu'il y a à voir? Et si on est capable de négocier, et bien à ce moment-là, vous avez déjà vu des vents, non, qui vous conduisent quelque part? Peut-être que si vous suiviez un courant d'air, il vous amènerait quelque part? Allez savoir. Pourquoi pas, finalement? Et même si ce n'est pas vrai, c'est déjà très romantique. Et on se fout de ce qui est vrai, finalement. Vrai ou pas vrai, je vous dis que c'est seulement une question de point de vue. Donc cette idée de dire, finalement, ce monde, il n'est pas si vide que ça, il y a des éléments partout. Il ne faut pas non plus faire une névrose obsessionnelle. Des fois, quand il y a une feuille qui tombe, c'est juste parce qu'il y a une feuille qui tombe. On fera la différence entre les élémentaux et les forces élémentaires. Les forces élémentaires, c'est du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Mais tel quel, sans aucun esprit. Vous pouvez être devant un feu, essayer de négocier avec lui, s'il n'y a pas de conscience dedans, vous pouvez raconter n'importe quoi, ça ne marchera pas. Et vous verrez, on va faire des vrais exercices. C'est-à-dire tout ce que je vous dis est expérimental. Pour le moment, je vous raconte ça, c'est une histoire. Mais si c'est vrai, ça marche. Et si ça marche, on peut le prouver. C'est-à-dire que si on peut le prouver, on va fabriquer un outil, et cet outil nous permettra de voir en vérité si ça marche. Je ne vous dis pas en vérité si je vous le dis, parce qu'après, mais ça doit marcher en vrai, finalement. Alors, à quoi ça sert un élémental de l'air en dehors du fait de transmettre de l'information? On peut révoquer des tempêtes aussi.
Hein, finalement, s'il y a un élémental à l'intérieur ou qu'il y a une tempête naturelle au-dessus de vous et que vous prenez un élémental de l'air et vous lui dites, dis donc, si tu voulais bien être sympathique avec moi et dissiper cette tempête, alors il pourrait, puisque son corps est de même nature que la tempête, finalement. Et vous savez que s'il y a une tempête, finalement, c'est de l'air énervé. C'est juste ça. Si vous mettez trop d'énergie à un élément, il n'y a que deux manières de dissiper l'énergie, thermique ou dynamique. Ça chauffe ou ça bouge. C'est pour ça que pour qu'il y ait une tornade, il faut qu'il y ait, par exemple, on l'a vu, hein, pourquoi on avait un orage ici, c'est parce qu'il a fait très chaud. Et s'il fait trop chaud, ça chauffe l'air. Et l'air se dit, attends, ça va, tu m'énerves, hein? Donc il va falloir que je dissipe cet air. Et je n'ai pas 50 000 manières, ça ne peut pas être thermique puisque c'est de l'air et il fait chaud. Ça peut être que dynamique, donc l'air se met en mouvement, finalement. Et c'est pour ça qu'on va avoir une tempête. Mais si vous êtes capable de retirer l'énergie, ben il s'arrête, hein. C'est comme si je lui mettais la main sur l'épaule et je disais, c'est bon, calme-toi, tout va bien. Détends-toi. Alors il se détend. Et quand il se détend, ben, c'est plus une tornade. C'est juste les nuages qui vont s'effilocher. Alors encore une fois, si c'est vrai, bah, on pourra le mettre en évidence. Hein, l'idée, c'est que ça soit vraiment expérimental, hein, que ça ne soit pas seulement on raconte des histoires, mais bah, ça doit marcher quand même, hein, fonctionner plutôt. Donc, ça c'est pour l'air. Le symbole, on a un triangle pointe en haut, barré. Donc ça, c'est pour les sylphes. Dernier élément, quatrième élément, celui qui est très cher aux alchimistes, évidemment, puisque nous, on travaille avec du feu, bah, c'est le feu, évidemment. Et on appelle ça une salamandre. Cette salamandre, c'est un lézard fabuleux. Et ce lézard fabuleux va se mettre à l'intérieur d'un creuset ou à l'intérieur d'un feu, à condition qu'on lui ait fait un nid bien confortable. Donc ce n'est pas un feu en vrac qu'on va faire. On va s'arranger pour faire comme si c'était un nid. Et si ça marche, la salamandre vient à l'intérieur. Et c'est quoi son histoire? C'est quoi son symbole? Eh bien, ça veut dire que la température du feu va augmenter. Elle va augmenter dans des proportions anormales. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des expériences ici avec un ingénieur chimiste et un appareil, vous savez, pour mesurer les radiations. Et on s'est aperçu que le feu était monté à 1700 degrés, sans comburant aucun. Ce qui est juste impossible. D'ailleurs, il n'a jamais voulu croire comment on avait fait, puisqu'il n'y avait aucune supercherie, hein, c'est impossible. Hein. Donc ça veut dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les interprétations sont possibles, mais ça veut dire que ça va nous servir à augmenter le feu. C'est bien aussi pour révoquer un incendie. Imaginez, vous avez un incendie, et puis vous êtes capable de dire à une conscience qui partage le feu, tiens, va-t'en et va brûler ailleurs. Vous avez remarqué que quand il y a des grands incendies, il y a des fois des maisons qui sont complètement épargnées, mais complètement. Alors on a aussi des maisons sacrées, religieuses. C'est comme si on avait, par le rituel qu'on avait fait à l'intérieur, réussi à révoquer l'élément du feu qui était là pour le ramener vers l'extérieur. Ça voudrait dire qu'on pourrait négocier. Ben oui, on peut négocier. Là aussi, on pourra le prouver, on verra s'il y a des incendies spontanés. Et il m'est arrivé de discuter avec des pompiers qui disent il y a des feux intelligents. C'est-à-dire qu'on les attaque d'un côté, ils s'arrêtent, et puis ils passent par derrière. Hein, il y a comme s'il y avait une vraie intelligence, une vraie conscience. Alors ça, c'est le dernier élément, ce feu, qui va être important. Et ce feu ici, le symbole, on est un triangle pointe en haut. Il va se passer quelque chose. Vous remarquez que c'est de la pointe le bas, c'est de la pointe le haut. Ce qui pointe le bas, c'est la matière. On appelle ça en alchimie le sel. Ce qui pointe le haut, c'est l'esprit. On appelle ça en alchimie le nitre. Et la pierre philosophale, finalement, c'est les quatre éléments ensemble. Et le symbole en est celui-là, le creuset, celui qui est à la croisée. Un cercle avec une croix dedans. Vous savez, la croisée. Donc on sait ce que c'est la pierre philosophale. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Prends les éléments du haut et les éléments du bas, rassemble-le à l'intérieur de ton creuset, et à ce moment-là, tu trouveras cette fameuse pierre philosophale qui sont les quatre éléments n'en font qu'un pour donner la cinquième dimension finalement. Car notre quête sera la quête du cinquième élément, qui est la quintessence ou l'éther. Cinquième élément. Et c'est ça finalement la pierre philosophale, celui qui est au-dessus des autres, celui qui contient tous les autres. Alors vous allez dire, ok, tout ça, mais ça fait quoi chez nous, ça? C'est-à-dire que quand j'invoque les éléments, parce que finalement on pense à nous quand même, hein, on disait toujours un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi.
Donc l'idée, on veut bien travailler avec les éléments, mais il faut que ça serve à quelque chose. C'est pour ça qu'en aucun cas, on fera du cirque, nous. L'idée, si les éléments se manifestent, ça sert à quelque chose. Et nous servons aussi à quelque chose pour eux. Finalement, c'est un espèce d'échange. C'est obligé de faire ça. Sinon, on crée des déséquilibres. Vous savez, la mode, nous, on utilise toujours des pierres, hein, des minéraux, on en porte partout, des minéraux. Hein. Et une fois qu'elles sont vides, qu'est-ce qu'on fait? On les recharge. Ça va pas, non? C'est de l'esclavagisme à pierre que vous faites, finalement. Vous vous rendez compte? Elle se décharge et vous la rechargez. Mais non. Les pierres aussi, elles ont leur propre évolution. Et cette évolution, finalement, c'est d'éliminer leur agitation. Et il se trouve que les déchets qu'ils éliminent, c'est une énergie qu'on utilise pour nous. On ne va pas leur en recoller des déchets. Hein. Vous y penserez quand même. Hein. Nous, on a toujours tendance à dire « oui, mais cette pierre, alors elle est très bonne pour moi, et puis je vais la garder, et puis après, quand elle sera vide, je vais la recharger. » Bon, ben non. Après, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on choisit la voie du milieu, la voie de l'équilibre. Donc, même avec les éléments, même avec les minéraux, eh bien, on a un rapport qui est celui de l'équilibre. Entre parenthèses, les minéraux, 99,99% des minéraux, même s'ils ont une conscience, ils ne savent pas que vous existez. Hein. Je sortis dans la rue, je prends un caillou par terre. Le moindre caillou que je vais ramasser, il a 300 millions d'années. Nous, allez, on va se dire 100 ans, puisqu'on est large. Hein. Vous voyez le ratio entre les deux? 300 millions, 100. Ça veut dire que, vous voyez, la vitesse, nous, notre vie entière, 100 ans sur 300 millions, c'est même pas un battement de paupières pour une pierre. Hein. Donc ça veut dire qu'elles ne savent pas que vous existez. En gros, les minéraux vivent sur un monde de minéraux. Et de temps en temps, il y a des courants d'air bizarres. C'est nous. On passe. Puis alors, des fois, il y a une partie de leur population qui disparaît. Ils vont dire « Waouh, on est attaqué par les extraterrestres. » Non, c'est une carrière. Mais oui, parce que sinon, on prend des choses, on va tellement vite par rapport à eux que, évidemment, la différence entre les deux. Alors, pas toutes les pierres, il y en a quelques-unes qui sont causantes quand même. Hein. Et nous aussi, on peut être causants. D'ailleurs, on appelle ça des médiums. Médium, ça veut dire entre. Donc, pourquoi il n'y aurait pas de pierre médium? Puis il y a bien des hommes ou des femmes. Mais c'est pas tout le monde. Hein. Et rassurez-vous, il y a des pierres qui sont très méchantes, des pierres qui sont très bêtes, des pierres qui sont très brutes. Donc, l'idée, c'est... vous voulez travailler avec des pierres, merveilleux, formidable. Mais il faut que ces pierres, elles soient alignées, de bonne qualité. Il y a une manière pour le savoir avec les quartz. On se colle des quartz partout maintenant, c'est la mode. On porte des quartz. On dit les quartz, c'est très très bon. Ben non, c'est pas très très bon les quartz. Les quartz, finalement, c'est des éponges, donc ça pompe. Merveilleux, hein. Mais quand c'est plein, ça se vide. Sur vous, d'ailleurs. Ah non, on dit, on m'a pas dit ça. Et c'est quoi vos sources? C'est l'homme qui a vu l'ours et qui n'a pas eu peur. C'est le livre de machin, de bidule, mais ça veut dire que vous faites un chèque en blanc quand même. Hein. Alors pour vous donner une idée, hein, les quartz à l'intérieur, c'est plein de jus, c'est-à-dire c'est plein d'énergie, c'est très agité un quartz, sinon si ce n'était pas vrai, vous n'en auriez pas dans vos montres. C'est-à-dire que si vous donnez de l'énergie à un quartz, il n'en veut pas, il s'énerve, il bouge, 46 600 fois par seconde. Donc c'est pour ça que quand vous avez une montre à quartz, évidemment, cette vibration se répartit à l'intérieur de votre corps et vous bougez pendant 46 600 fois par seconde. Et cette énergie, il va falloir la dissiper. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire qu'il va falloir dissiper cette énergie. Alors pour savoir si un quartz est bon, vous savez, les baguettes de quartz, les cristaux de quartz, pas ceux qui sont fondus, taillés et tout, les vrais. Il y a une manière de le savoir. Vous allez prendre votre cristal de quartz et vous allez le mettre au-dessus d'un marbre, c'est-à-dire une pierre dure. Et vous allez le lâcher d'au-dessus. Pas trop, sinon il casse. Hein. Il doit faire ding. S'il fait ploc, il n'est pas bon. S'il fait ding, ça veut dire qu'il y a une continuité dedans. Parce que s'il y a une continuité du son, il y a aussi une continuité de l'énergie. Mais ça veut dire que s'il fait ploc, il n'y a pas de continuité. Donc s'il n'y a pas de continuité du son, pourquoi il y aura une continuité de l'énergie? Donc c'est comme chez les gens. Il y en a qui sont alignés, puis d'autres non. Pour que ça marche, le ratio, c'est à peu près 1 sur 100, à peu près, qui est aligné. Donc vous voyez le nombre de pierres qu'on pourrait acheter, qui ne servent à rien, vous pourrez les jeter d'ailleurs. Ou les rendre à la nature au moins, jusqu'à ce qu'ils soient alignés, vous irez les rechercher après. Une fois qu'ils font ding, ça peut prendre un peu de temps. Puis évidemment, le ratio entre les humains et les minéraux reste le même. Et par conséquent, avant que la pierre ait évolué. Par contre, sur les améthystes, vous pouvez voir leurs évolutions rapides. Parce que vous remarquerez que l'améthyste maîtrise la peur. C'est pour ça que c'est la dernière couleur visible de notre monde, et c'est la première couleur visible du monde d'au-dessus.
D'ailleurs, à tel point, c'est que les ecclésiastiques portaient du violet et portaient une améthyste, parce qu'ils étaient intercesseurs entre le visible et l'invisible. Cette couleur et cette pierre a comme vertu de maîtriser la peur pour ouvrir l'esprit, la spiritualité. Donc quand vous avez une améthyste chez vous, ça sert à ça. Et vous remarquerez que finalement, c'est ces déchets qu'elle nous donne. Et au bout d'un moment, elle va être vide. Et comment on le voit? Elle va perdre de la couleur. Vous allez voir que votre améthyste va pâlir. Et vous allez voir que les cristaux périphériques tombent. Il est temps de la rendre à la nature. Faites un trou quelque part, vous mettez votre pierre et vous la laissez continuer son chemin. Et non pas, je la recharge, soleil, ce que vous voulez, machin et tout. Hein. Alors voilà un petit survol sur ces 4 éléments, ces 4 archétypes. Il faut savoir que nous, dans notre oratoire, on va les utiliser, ou plutôt on va négocier avec, on va échanger. Et ça veut dire qu'on a des outils. Alors les outils, c'est les petits trous du vélo. Hein. C'est-à-dire que c'est bien d'en avoir, mais c'est bien de les abandonner aussi à un moment.